Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Funcast. Ce podcast, créé par Bertrand Mariao, avocat à la Cour, a pour mission de vous apporter une information claire, libre et rigoureuse sur la réglementation financière et les fonds d'investissement au Luxembourg. Nos analyses sont issues de références officielles affinées par un prompt engineering sophistiqué. Veuillez noter que cet épisode a été préparé en date du 29 août 2025. Aujourd'hui, on s'intéresse de près à une obligation vraiment centrale pour les sociétés cotées, la fameuse liste d'initiés. C'est une exigence du règlement sur les abus de marché, le MAR. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas juste une formalité administrative, loin de là. C'est crucial pour l'intégrité du marché, pour la réputation de l'entreprise aussi. Surtout quand ça se complique, non ? Je pense aux doubles cotations ou aux périodes intenses post-acquisition. Exactement. C'est là que la maîtrise devient essentielle. Cette liste, prévue par l'article 18 du MAR, c'est un registre très méticuleux. Qui contient quoi précisément ? Eh bien, il identifie qui détient une information sensible non publique. Et surtout, le moment précis où cette personne y a eu accès. C'est vraiment la première défense contre les fuites, ou pire, le délit d'initié. Et j'imagine que les régulateurs, comme la CSSF ici au Luxembourg, y regardent de près. Ah oui. C'est un document clé en cas de question. On peut le voir un peu comme le registre du gardien de l'info confidentiel, si vous voulez. D'accord. Et en préparant cette discussion, il y a 3 points qui ressortent vraiment. Le premier, c'est que cette liste, ce n'est pas juste un document figé. C'est un vrai instrument stratégique. Absolument. Sa bonne gestion, ça dit beaucoup sur la culture de gouvernance de l'entreprise. Surtout, comme vous disiez, après une grosse opération, une fusion par exemple. Deuxième point clé, l'intégrité du processus. C'est ça qui fait toute la crédibilité de la liste, j'imagine. C'est exactement ça. La précision des infos, l'horodatage rigoureux, on y reviendra, la conformité au RGPD aussi, pour les données personnelles, et puis la clarté avec les conseillers externes. Tout ça, c'est primordial. Et enfin, troisième idée, le paysage réglementaire bouge. Il faut rester à l'affût des évolutions comme le EU Listing Act qui arrive, et puis maîtriser les outils locaux. Je pense au portail ERIS de la CSFS. Oui, une adaptation constante est nécessaire. C'est un domaine dynamique. Alors, commençons par la base. D'où vient cette obligation juridiquement parlant ? Alors, la source directe, c'est le droit européen. L'article 18 du règlement UE 596-2014, le fameux MAR. Il s'applique tel quel au Luxembourg. D'accord. Et il est complété par une loi nationale, celle du 23 décembre 2016, sur les abus de marché. C'est cette loi qui désigne la CSF comme autorité compétente. Elle lui donne les pouvoirs de supervision, d'enquête et fixe les sanctions applicables ici. Très clair. Donc, base légale établie, mais qu'est-ce qui déclenche l'obligation de créer la liste ? Il faut cette fameuse information privilégiée. C'est quoi, au juste, selon MAR ? Oui, c'est le point de départ obligé. L'article 7 du MAR donne une définition avec un test en 4 critères. Cumulatifs. Ah, les fameux critères. Le premier ? Le premier, c'est le caractère précis de l'information. Ça veut dire qu'elle porte sur des circonstances qui existent déjà ou dont on peut raisonnablement penser qu'elles existeront. Et elle doit être assez spécifique pour qu'on puisse en tirer une conclusion sur les faits possibles sur les cours. Un exemple, peut-être ? Une décision du conseil d'administration d'entrer en négociation exclusive pour une acquisition, ça, c'est précis. Une simple rumeur vague sur les marchés, non. D'accord. Précision. Ensuite ? Ensuite, l'information ne doit pas être publique. Logique. Troisièmement, elle doit concerner directement ou indirectement un ou plusieurs émetteurs ou instruments financiers. Et le quatrième critère ? Souvent le plus délicat à évaluer, non ? Oui, c'est le critère de l'effet sensible potentiel sur les cours. Si l'info était rendue publique, est-ce qu'elle influencerait de manière significative le prix ? C'est le test de l'investisseur raisonnable. Est-ce qu'un investisseur l'utiliserait pour décider d'acheter ou de vendre ? Ça paraît assez défini, mais on sait que dans la pratique, notamment pour les opérations de M&A, les choses sont plus progressives. MAR parle de processus étalé. Tout à fait. C'est une notion clé de l'article 7, paragraphe 3. MAR reconnaît qu'une opération complexe, type M&A, ça se déroule par étapes.
Comme quoi, par exemple? Une approche initiale, la signature d'un accord de confidentialité NDA, une offre non liante, la phase de vérification, due diligence, les négociations finales. Et ce que dit Maher, c'est que chacune de ces étapes intermédiaires peut, en elle-même, devenir une information privilégiée. Si elle remplit les 4 critères qu'on vient de voir. Exactement, ce qui impose une évaluation quasi permanente. À chaque étape, il faut se demander, est-ce que cette nouvelle information est privilégiée ? C'est un vrai défi au quotidien. Et ça m'amène à l'évolution attendue avec le U-Listing Act, prévu pour juin 2026 si je ne me trompe pas. C'est ça. Une des modifications clés attendues, c'est de ne plus obliger à divulguer publiquement et immédiatement ces étapes intermédiaires d'un processus étalé. Ah, ça, ce serait une simplification bienvenue. Ça éviterait des annonces à répétition, potentiellement perturbatrices. Oui, sur le plan opérationnel, c'est certain. Mais attention, la nuance est essentielle. Même si on n'est plus obligé de divulguer immédiatement ces étapes, l'information relative à ces étapes reste privilégiée. Donc les interdictions de base demeurent. Absolument. Interdiction d'utiliser l'info pour négocier, c'est le délit d'initié, article 8, et interdiction de la divulguer illégalement, article 10. Ça ne change pas. Ce qui veut dire que le rôle de la liste d'initiés devient... Encore plus crucial. Comme outil de contrôle interne pour s'assurer que cette information, même non divulguée, reste bien confidentielle. D'accord. Donc on a une information privilégiée. L'entreprise décide de différer sa publication, ce qui est courant en M&A. Comment justifie-t-elle ce délai? Alors, la règle par défaut de Maher, article 17, paragraphe 1, c'est de publier dès que possible. Mais l'article 17, paragraphe 4 permet de différer sous la responsabilité de l'émetteur. Il y a 3 conditions cumulatives. Lesquelles? Premièrement, la divulgation immédiate porterait atteinte aux intérêts légitimes de l'émetteur. L'exemple type, ce sont des négociations en cours. L'ESMA et la CSSF le reconnaissent. D'accord. Deuxième condition. Le retard ne doit pas risquer d'induire le public en erreur. C'est important. Et troisièmement, L'émetteur doit pouvoir assurer la confidentialité de l'information. Et là, on boucle la boucle, on revient à la liste d'initiés. exactement. Comment prouver qu'on assure la confidentialité si on ne sait pas précisément qui détient l'info? La liste, c'est la preuve de ce contrôle. Et qui est responsable de tenir cette liste? L'entreprise elle-même? Ses conseillers? L'article 18, paragraphe 1, vise l'émetteur ou toute personne agissant en son nom ou pour son compte. Donc, en interne, c'est souvent délégué au secrétariat général, au juridique. Et les externes? Avocats, banquiers? Ils sont considérés comme agissant pour le compte. Ils deviennent initiés et, point important, ils ont leur propre obligation légale de tenir des listes conformes à Maher pour leurs équipes. Mais même si les conseillers ont leur propre liste, qui porte la responsabilité finale? L'émetteur, toujours. L'article 18, paragraphe 2, le dit clairement. Il reste pleinement responsable. D'où l'intérêt de bien cadrer ça dans les contrats avec les conseillers, par exemple. Bien noté. Passons à la mécanique plus pratique. Comment on fait concrètement pour tenir cette liste? Le format, le contenu? Alors là, il faut se référer à un règlement d'exécution de 2016, le 2016-347. Il impose un format électronique et donne des modèles très stricts. Il y a plusieurs modèles. Le principal, c'est le modèle 1, la liste par événement. On crée une section de liste distincte pour chaque information privilégiée. Par exemple, liste d'initiés, section relative au projet alpha. Et pour chaque personne qu'on ajoute dans cette section projet alpha, quelles informations faut-il collecter? C'est là que ça devient détaillé, j'imagine. Ah oui, c'est assez précis. Il faut l'identification complète. Prénom, nom de famille, nom de naissance, date de naissance, numéro d'identification nationale si la personne n'en a un, Et les coordonnées? numéro de téléphone professionnel, fixe et mobile. Et, point plus sensible, les numéros personnels, fixes et mobiles aussi. Et l'adresse personnelle complète. Oula! Données personnelles et même privées. Ça pose tout de suite la question du RGPD, ça. Absolument. On y revient dans une seconde. Il faut aussi les détails professionnels. Nom et adresse de l'entreprise. Fonction exercée. Et surtout, la raison spécifique pour laquelle cette personne est initiée sur ce projet-là. Pas juste membre de l'équipe projet. Il faut être précis sur le pourquoi de l'accès. Et enfin, Le point crucial, l'horodatage. Date et heure précise, en UTC, temps universel coordonné, auquel la personne a obtenu l'accès à l'information. Et aussi, quand cet accès cesse. 2 défis sautent aux yeux. La collecte de ces données personnelles, surtout privées, qui peut susciter des réticences, C'est un vrai sujet. et la précision de l'horodatage. Comment savoir exactement quand la personne a eu connaissance de l'info
et pas juste quand on l'ajoute administrativement à la liste. Ce sont les deux grands défis opérationnels. Pour le RGPD, la base légale de la collecte, c'est l'obligation de l'article 18 MR. Ça, c'est clair. Mais ça n'empêche pas de devoir mettre en place un processus RGPD conforme. C'est-à-dire? Informer les personnes listées sur l'utilisation de leurs données, limiter l'accès à ceux qui en ont besoin, sécuriser le stockage, un tableur Excel sur un lecteur partagé, c'est vraiment à proscrire, et respecter la durée de conservation légale de 5 ans. D'où l'intérêt d'outils dédiés, sans doute. Souvent indispensable pour faire ça correctement et de manière sécurisée. Et les mises à jour? Une liste sa vie? Oui, l'article 18, paragraphe 4 est clair. Mise à jour promptement. En pratique, ça veut dire immédiatement, de manière contemporaine. Quels sont les déclencheurs de mise à jour? 3 cas échus. Une nouvelle personne obtient l'accès, la raison pour laquelle une personne est sur la liste change ou une personne cesse d'avoir accès. Chaque mise à jour crée une nouvelle version, aura datée. Et il faut garder tout l'historique. Très rigoureux. Autre étape souvent oubliée ou négligée. L'accusé de réception. Étape fondamentale. L'article 18, paragraphe 2, demande à l'émetteur de prendre toutes les mesures raisonnables pour que chaque personne listée reconnaisse par écrit ses obligations légales. Quelles obligations? Ne pas utiliser l'info pour son compte ou celui d'autrui, ne pas la divulguer illicitement, et elle doit aussi être informée des sanctions applicables. Il faut donc un processus actif pour obtenir cette reconnaissance écrite, une signature électronique, un PDF signé, et conserver la preuve. Une fois qu'une section de liste est terminée, par exemple, après l'annonce publique de l'opération, on fait quoi? On la garde combien de temps? La règle, c'est 5 ans minimum, à compter de la date de création de la section ou de sa dernière mise à jour. On retient la date la plus récente. Et on l'envoie à la CSF. Non, pas proactivement, mais il faut être prêt à la fournir dès que possible sur demande de la CSF. Ils ont le pouvoir de l'exiger. Parlons maintenant de situations plus complexes, la dimension stratégique. Une intégration post-fusion, par exemple. Ça doit être un cauchemar à gérer, non? L'info fuse, le nombre d'initiés explose. C'est clairement un moment de risque maximal pour le contrôle de l'information. Vous avez potentiellement des centaines de personnes qui deviennent initiées sur les plans d'intégration, les synergies, les restructurations. Venant de deux cultures d'entreprise différentes, avec des systèmes différents. Exactement. Le défi, c'est d'identifier tout ce monde. Une bonne pratique, c'est de créer très vite une liste d'initiés d'intégration centrale. Et on peut la structurer par chantier, intégration financière, RH, IT. Ça permet de garder un contrôle d'accès basé sur le besoin de savoir. Et comment on gère la multitude de conseillers externes dans une grosse opération? Les banquiers, les différents cabinets d'avocats, les auditeurs, les agences de com. Rappelons d'abord qu'ils ont leur propre obligation au MAR de tenir des listes. Mais comme l'émetteur reste responsable au final, il faut être proactif. C'est-à-dire, concrètement? Avoir des clauses très claires dans les lettres de mission. Primo, ils s'engagent à tenir leur propre liste MAR. Deuxio, ils désignent un contact unique, plutôt senior, qui figurera sur la liste de l'émetteur. Ça évite de devoir collecter les données personnelles de dizaines de juniors chez le conseiller. Bonne astuce pratique. D'autres points? Oui, obtenir une confirmation écrite qu'ils ont bien informé leurs équipes de leur statut d'initié et des sanctions, et qu'ils s'engagent à coopérer pleinement en cas d'enquête réglementaire. Tout ça représente un coût, j'imagine. Pas seulement en logiciel, mais en temps de management, en risque d'erreur si c'est fait manuellement? Tout à fait. C'est un coût souvent sous-estimé. Et ça amène à la question stratégique. Est-ce qu'on développe un outil maison ou est-ce qu'on achète une solution du marché? Le fameux build versus buy. Et votre avis là-dessus? Un logiciel spécialisé, ce n'est pas juste une dépense. C'est un investissement pour réduire les risques. Ça automatise les demandes d'infos, les accusés de réception, ça sécurise le stockage, ça garantit un horodatage UTC fiable et immuable, et ça crée une piste d'audit solide en cas de besoin. C'est difficile à répliquer avec des outils bureautiques classiques. Très clair. Dernier scénario complexe. Une société avec une double cotation, disons Luxembourg et Paris, et qui serait aussi enregistrée auprès de la SEC aux États-Unis. Ça devient une matrice de conformité assez dense. Oui. Pour les cotations européennes, Lux et Paris, MAR s'applique de façon harmonisée pour l'obligation de lister d'initiés. La complexité vient surtout de la coordination de la diffusion de l'information. Il faut utiliser les bons canaux officiels, les OAM de chaque place, FRAST au Lux, Euronext Direct à Paris, et s'assurer d'une diffusion parfaitement simultanée. Et l'enregistrement SEC ajoute quoi? Il ajoute la réglementation américaine, notamment la Regulation FD, Fair Disclosure. Là où MAR vise à prévenir l'abus d'informations privilégiées, RegFD vise à prévenir sa diffusion sélective. Les deux sont très liés.
En quel sens? Une fuite d'infos qui serait une violation de MAR, divulgation illicite, serait presque à coup sûr une violation de Reg FD, diffusion sélective, déclenchant une obligation de publication large et immédiate aux États-Unis. Donc, la meilleure approche, c'est d'avoir une politique globale. Oui, une politique unifiée de contrôle et diffusion de l'information, un processus interne unique pour identifier l'info sensible en appliquant les tests UE et US, pour coordonner les annonces, CSSF, AMF en France, LuxEssai, Euronext, SEC, et dans ce cadre, une gestion rigoureuse de la liste MAR est un pilier fondamental de ce contrôle global. Projetons-nous un peu, nous sommes fin août 2025. Quelles sont les évolutions réglementaires à anticiper, notamment avec ce EU Listing Act? Alors, suite à une consultation de l'ESMA début 2025, on s'attend à des propositions pour simplifier les normes techniques sur les listes d'initiés. Le changement le plus attendu serait une réduction des données personnelles à collecter. Ah, lesquelles pourraient disparaître? Probablement l'obligation de collecter le nom de naissance, les numéros de téléphone privés et l'adresse personnelle complète. Ce serait un vrai soulagement par rapport aux contraintes du RGPD. La date de naissance ne serait requise que si la personne n'a pas de numéro d'identification national. Ce serait effectivement une simplification notable. Autre chose à attendre du Listing Act sur ce sujet? Oui, on s'attend aussi à ce que la position très stricte de l'ESMA sur l'utilisation des listes d'initiés permanents soit renforcée, voire codifiée. C'est-à-dire? L'idée est de vraiment limiter cette catégorie à un cercle ultra restreint, typiquement CEO, CFO, peut-être le responsable juridique, et de pousser à utiliser les listes événementielles comme la norme quasi absolue. Il y a un modèle spécifique pour les initiés permanents, le modèle 2, mais il faut l'utiliser avec une extrême prudence. D'accord. Et du côté luxembourgeois spécifiquement, quels sont les points d'attention du moment? La CSSF continue de mettre l'accent sur la robustesse des processus, des contrôles internes, la formation aussi, et un point très pratique, l'utilisation du portail IRIS de la CSSF est obligatoire depuis mai 2022 pour toutes les notifications liées à MAR. Y compris pour notifier qu'on a différé une annonce? Oui, la notification formelle expliquant pourquoi on a différé, selon les conditions de l'article 17.4, doit passer par IRIS, après que l'information a finalement été rendue publique. Ça demande une certaine logistique, notamment pour obtenir les certificats LuxTrust, ce qui peut être un petit défi pour des administrateurs ou conseillers basés à l'étranger. Et il faut aussi garder un œil sur ce que font les autres régulateurs, j'imagine. Oui, c'est toujours utile de suivre les interprétations ou les priorités d'application des régulateurs comme l'AFM aux Pays-Bas ou même la FCA au Royaume-Uni. Même s'ils ne sont plus dans l'UE, leurs approches peuvent influencer. Pour finir, si on essaye de prendre un peu de hauteur, au-delà d'éviter les amendes, quelle est la valeur stratégique de bien maîtriser cette fonction de liste d'initiés? C'est une excellente question. Je pense que c'est une opportunité pour la fonction secrétariat général ou juridique de montrer qu'elle est gardienne d'un actif absolument critique, l'information confidentielle de l'entreprise. Une sorte de forteresse informationnelle? C'est une bonne image. La liste d'initiés, c'est le registre central de cette forteresse. Qui a les clés, qui entre, qui sort, quand. Une mauvaise gestion, c'est une brèche potentielle. Ça expose à des attaques réglementaires, à la spéculation, à une perte de confiance terrible. Et inversement, une liste impeccable, c'est une défense solide. C'est la meilleure piste d'audit possible. C'est la preuve de contrôle robuste si jamais il y a une fuite ou une enquête. Ça construit la confiance avec tout le monde, les régulateurs, le conseil d'administration qui voit que le risque est géré, et le marché lui-même, car ça protège l'équité des transactions. C'est l'objectif même du MAR. Donc, pour résumer les points essentiels à retenir... Nos 3 points du début. Premièrement, considérer la liste d'initiés comme un outil stratégique, un baromètre de la bonne gouvernance, pas juste une corvée administrative. Deuxièmement, l'intégrité du processus est la clé de voûte. Collecte rigoureuse, conforme RGPD, mise à jour prompte et tracée, accusé de réception systématique. C'est ça la meilleure défense. Et troisièmement, le monde bouge, donc il faut rester agile, anticiper les évolutions réglementaires, comme celle du Listing Act, et maîtriser les aspects pratiques locaux, comme le portail ERIS. La vigilance est de mise. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Pour soutenir notre travail, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, où une note 5 étoiles nous aide beaucoup, et sur notre chaîne YouTube Rigor et Média. Vos commentaires et suggestions y sont les bienvenus. Retrouvez le lien vers notre podcast en anglais dans la description. À bientôt sur le Luxembourg Funcast. Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques.
Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés.